j'ai été piégée par ce produit. Parce que je tenais très très bien pendant très longtemps, ça a été merveilleux. Et un jour, j'ai commencé à boire seule. Et là, je crois qu'à ce moment-là, l'alcool pour moi est devenu une drogue et je suis tombée en dépendance. Les femmes comblent tout doucettement, peu à peu, le fossé qui les sépare des hommes. Les différences de salaire s'estompent, par exemple. Doucement mais sûrement. On nous promet la parité à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, c'est une promesse. Cette année, une femme a dominé le Dakar. Et puis les femmes se mettent aussi à la boisson. Il y a 30 ans, un alcoolique sur 10 était une femme. Aujourd'hui, il y a une femme alcoolique pour 4 hommes. C'est donc en sérieuse progression. N'en déplaise aux publicitaires, les femmes qui boivent n'ont pas toujours une crinière rousse qu'elles jettent avec beaucoup de sensualité sur une bière un peu mousseuse. Les femmes n'affichent pas leur alcoolisme. Là où parfois les hommes font encore un peu les fierros ou les fanfarons, les femmes se cachent quasiment systématiquement. La société les juge sévèrement. L'alcoolisme féminin reste encore un tabou. Raison de plus donc pour entendre ce soir celles qui le plus souvent boivent seules, hors des regards, chez elles, dans ce qu'on pourrait appeler la honte, la culpabilité ou encore l'isolement. Nous écouterons donc différentes invitées, Christelle et Cathy. Bonsoir mesdames ou mesdemoiselles, sérieusement grimées, très réussies en tout cas. Christelle, vous nous direz comment à 23 ans seulement, vous avez déjà vécu 6 ans de maladie alcoolique ponctuée par un coma éthylique. À vos côtés, Cathy. Bonsoir Cathy, qui nous expliquera comment on passe de l'alcoolisme mondain ou professionnel à l'alcoolisme tout court. Il y a des moments où on a l'alcoolisme heureux quand on boit. Pas quand on est alcoolo, Pas quand on est alcoolo. Non, contraire. Tout le monde le confirme, ça? Ouais. Il y a des... Qu'est-ce que vous dites, Jean-Paul? Allez-y. Non, au début, il y a quand même de l'alcool heureux. Ah oui. Enfin, pour moi, voilà, au début, mais quand même, il faut le dire. Parce que je crois que c'est ça qui entraîne, enfin, pour moi, qui a entraîné... Pendant combien de temps vous avez eu l'alcool heureux? 6 ans. J'ai bu 10 ans, et pendant 6 ans, j'ai eu ce que j'appelle l'alcool heureux, l'ivresse, la bonne ivresse. Et qu'est-ce qui s'est passé la 7e année, alors? Je pense que je suis tombée en dépendance. Les 6 premières années, vous n'étiez pas en dépendance, ou vous encaissiez, vous, hein? Oui, j'encaissais bien, oui. Vous n'avez pas bu depuis combien de temps? 2 ans, un peu plus de 2 ans. Christelle, depuis combien de temps vous êtes sobre, vous? 2 ans, 5 mois et 13 jours. Ah, vous comptez, vous, hein? Oui. Vous comptez tous les jours? Et quelques heures. Vous n'avez pas votre montre. Vous avez commencé à boire assez tôt? À 15 ans, oui. Avant ça, vous avez commencé même en étant petite? Boire, c'était pas l'ivresse que j'ai pu avoir à ma première cuite à 15 ans, mais j'avais des tendances fâcheuses à finir les verres, ouais. À partir de quel âge? Ouais, 6 ans, ouais. Quand on voyait du monde, mes parents ouvraient des bouteilles, pas pour eux, mais pour les invités. Une fois qu'ils partaient, qu'ils se disaient au revoir sur le palier... Vous alliez finir les verres, quoi, oui, 6 ans, 7 ans, 8 ans, toute votre enfance comme ça? J'allais finir. La première cuite à 15 ans, à partir de quel moment vous êtes sentie vraiment dépendante de l'alcool? À 17 ans, lorsque j'étais à la DAS, lors de mon placement. Où là, c'était dans ma chambre, je voulais pas que les éducateurs rentrent. Enfin, je cachais pas mes bouteilles, parce que dans ma chambre, c'était sur mon bureau, sur mon lit. Mais ils avaient un respect des jeunes qu'ils accueillaient dans leur centre, donc ils ne rentraient pas sans notre accord. Je buvais pas mal et quand j'avais pas, je disais à l'éducatrice que j'avais mal à la tête, ce qui fait qu'elle allait me chercher un efferalgan et le temps qu'elle ait le dos tourné, je trouvais toujours une excuse et je piquais l'alcool à 90, ah oui, c'est là que vous dans la cuisine, le vinaigre. À 17 ans? Ouais, déjà, ouais. Comment vous avez atterri à la DAS? Parce qu'un éducateur avait été prévenu par ma sœur qu'il se passait des choses pas terribles pour moi dans ma famille. Ah bon? Donc il y a eu plusieurs intervenants qui ont prévenu le juge des enfants, on est venu me chercher. C'est un autre sujet ou est-ce que c'est lié à votre consommation d'alcool? Ah non, ça n'a aucun rapport. C'est un autre sujet. L'alcool à 90, j'arrive pas à imaginer comment on peut picoler un truc pareil. Vous la diluez? Ah non. C'est pas un mode d'emploi que je vous demande. Non, du tout. Non, je veux dire, moi j'étais en manque. Parfois, il m'arrivait de ne pas avoir de fric et il me fallait quelque chose. Mais c'est imbuvable, non, j'imagine, ce truc-là? Déjà, ça fait mal sur la peau. Qu'on croit. Qu'on croit? Je veux dire, à la limite, moi, il me fallait quelque chose dans le corps pour me défoncer, je prenais n'importe quoi, même si c'était dégueulasse. Hein. Le vinaigre, c'est pas spécialement bon non plus. Hein. Qu'est-ce que vous disiez? Vous allez dire quoi? Non, je dis c'est affreux, quoi. Le vinaigre, autant... On a un peu autant mal l'alcool à 90, vous comprenez, mais le vinaigre... Ouais, ok, autant se défoncer à l'alcool à 90, au moins. Couper avec de l'eau. Couper avec de l'eau, vous l'avez fait? Moi, je l'ai fait, oui, couper avec de l'eau. Oui. À 16 ans ou à 17 ans, vous buviez dans quelle quantité? Je sais pas, moi je buvais jusqu'à ce que je me retrouve la gueule dans les chiottes. En train de vomir? Et je buvais... Enfin, moi j'ai eu un alcool très exubérant en fait. Je me cachais pas à mon début. Par contre, mes 2 dernières années d'alcool, oui. Vous vous cachiez? Oui. De qui? De quoi? Je vivais avec un compagnon qui me connaissait pas beaucoup. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble et je voulais pas qu'il voyait que je boive. Alors j'attendais qu'il cuvait pour aller boire. Ah, parce qu'il buvait aussi alors? Oui. Quand on est femme, c'est pas facile à dire aux gens, bah voilà, on a un problème.
C'est pas facile de boire en public non plus. Moi, au départ, quand je buvais en public, c'est parce que j'avais mes cousins avec moi. Évidemment, le fait d'avoir du monde, si on m'agressait, j'avais tout le temps quelqu'un pour me défendre. Or, arrivé à Paris, j'avais plus personne et puis je voulais pas que mon compagnon me lâche parce que j'avais un problème d'alcool. Qu'il sache que j'ai le même que lui, en fait. Pourtant, lui, il avait un problème d'alcool et il n'avait pas peur que vous le lâchiez. Il s'en foutait. Je crois que c'était sa bouteille qui comptait. Sa nana, c'était... On a des histoires d'amour quand on est amoureux d'une bouteille d'alcool. On peut vivre vraiment une histoire d'amour ou est-ce que la bouteille, c'est un amour exclusif? Moi, je peux pas dire, je vais peut-être le vexer, mais je peux pas dire que je l'aimais réellement. Je crois que c'était la bouteille avant lui. Et je crois que ça a été pour tout comme ça. Les gens que j'aime énormément sont toujours passés après ma bouteille. Maintenant, c'est autre chose. Mais c'était la boisson tous les jours, tous les soirs? Mais ça me réveillait même la nuit en plus. C'est ça le pire. Je me réveillais la nuit pour aller boire. C'est quand même terrible. Hein. Mais vous avez une vie amoureuse, une vie sexuelle pendant ce temps-là? Non. C'était le fait d'être ensemble. C'est pas terrible. Hein. Franchement. Comment vous êtes tombé dans le coma? Ça s'est passé où moi je l'ai carrément viré de chez moi en lui disant toi t'as un problème d'alcool, va en cure. Donc il est parti en cure et pendant ça je pouvais boire à mon aise. Il m'avait fait procuration sur son compte. Donc je suis allée me promener dans Paris, boire dans les grands bistrots parce que j'avais beaucoup d'argent. Je me suis fait virer d'un bistrot parce que j'étais trop bourrée. Je suis rentrée chez moi, je me suis finie. Je crois que j'ai fait quand même un bon geste dans mon alcool, c'est d'avoir donné les clés de chez moi à des petites gamines que je m'occupais, dont la mère était aussi dans l'alcool, mais le problème c'est qu'elle fermait la porte et elle restait dehors la nuit. Je leur avais filé les clés de chez moi et 2 jours après, il y a la gamine de 15 ans qui est venue chez moi chercher des fringues parce qu'elle voulait aller en boîte. Heureusement que je lui ai donné les clés, elle m'a retrouvée, elle a appelé les pompiers. Quoi, ça faisait 2 jours que vous étiez dans le coma? 2 jours dans le coma chez moi et 2 jours à l'hôpital après. Comment vous définiriez l'état de manque dont on parle mal et peu? Définir l'état de manque. Vous avez connu l'état de manque? Ouais, bah oui, si j'ai bu de l'alcool à 90, évidemment que j'étais en manque. Hein. C'était pas pour plaisir. Hein. Pas vraiment. Moi, ce que je peux dire de l'état de manque que j'ai vécu, pas dans ma période d'alcoolisation, mais à partir du moment où j'ai posé mon verre, c'est l'état physique, moi. Je me retrouvais, mais alors, pliée en deux, des sueurs. Je me couchais, mon lit était trempé parce que j'avais des tremblements, c'était affreux, je pouvais pas tenir un verre dans la main. C'était vraiment l'horreur, quoi. Quand je me suis retrouvée il y a un truc, à un moment, où je me suis retrouvée en état de manque et j'étais pas dans l'esprit d'arrêter de boire, le premier verre du matin, il fallait que je le boive à la paille. Je me le servais le soir avant et je le buvais à la paille le matin, parce que je pouvais pas le prendre le verre. Ça, je m'en souviens très très bien. Est-ce qu'on peut parler de l'état de manque? Comment vous définiriez l'état de manque, Cathy? L'état de manque, en fait, j'ai l'impression de n'avoir jamais été en manque, parce que j'avais de l'alcool tous les jours. Je prenais de l'alcool tous les jours. Donc je n'ai connu, en fait, j'ai réalisé que j'étais alcoolique quand j'ai commencé à essayer d'arrêter de boire. Ça a été ça un peu mon parcours, parce que pendant 10 ans, je crois que tous les jours, il y avait au moins un petit peu, même si c'était pas forcément des cuites ou des choses comme ça, mais il y avait toujours un peu. Au moins 1 litre minimum. Quand vous avez essayé d'espacer les rendez-vous avec la boisson, vous avez senti quoi là? Des crampes, mal au ventre? Non, une obsession mentale. C'est là où j'ai réalisé que, en fait, j'avais une obsession mentale. Ça que quoi? Vous voyez des bouteilles partout? Je ne pensais qu'à cela. Ouais. Je ne pensais qu'à l'alcool. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que les 3 premiers jours, j'étais un petit peu fébrile physiquement, c'est vrai, mais je crois que ce qui me rendait fébrile, c'était de me dire peut-être que je ne pourrais plus jamais boire, parce qu'en fait, je n'acceptais pas de me dire que l'alcool, ce n'était plus pour moi, que je ne pourrais plus jamais boire normalement, en fait. C'est ça que je n'acceptais pas. Donc, en fait, j'avais cette fébrilité et ensuite, il y a eu cette obsession mentale, effectivement, qui a duré très longtemps. Ça veut dire qu'on n'en souffre pas tous, ni toutes de la même manière, hein, visiblement. Marianne, vous avez souffert physiquement de l'alcool? Oui, physiquement. Donc, ce qu'on appelle, en cure, en post-cure, on appelait ça le crabe. Le crabe? C'est-à-dire, imaginez les tentacules, là, dedans, et c'est cette douleur. Pince. Ah oui, c'est ça. C'est une pieuvre avec 8 pinces de crabe? Oui, tout à fait. Enfin, physiquement, ça a été ça. Vous êtes plié en 2 parce que vous avez mal et le manque, quoi. Sigrid? Le manque, hein, oui, j'ai connu le manque. Donc c'est vrai qu'il y a un manque physique, des douleurs, des crampes, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est le mental, l'obsession de l'alcool. Marie-Thérèse? L'état de manque, c'est aussi un état fébrile. J'avais les jambes qui tremblaient, que j'arrivais même pas quelquefois à monter. Enfin, je montais les escaliers, mais j'avais peur de monter les marches ou de descendre les marches. Que je demandais, même en voyage, ça m'est arrivé de demander à mon mari, tiens-moi le bras parce que j'avais peur. J'avais peur de tomber dans les escaliers. Pourtant, j'avais pas bu ce jour-là, mais ça se manifestait comme ça. Et puis aussi les tremblements, bien sûr. Vous avez réussi à vous arrêter du premier coup? Non, j'ai arrêté 1 fois 6 mois et
Juste pour une petite histoire complètement idiote, je me suis disputée avec ma sœur et j'ai repicolé, quoi. J'ai arrêté de boire parce que je savais que j'allais mourir. Et quand j'ai décidé, mais réellement décidé, dur comme fer d'arrêter, j'ai réussi, bien sûr. C'est il y a plus de 2 ans donc. Oui, vous avez j'ai pas quel- réussi toute seule. Hein. Vous avez quel âge? 23 ans aujourd'hui. Ah ouais, vous êtes hyper jeune. Bah oui. Et vous avez arrêté à l'âge de 21 ans. Voilà, c'est À ça. l'âge de 21 ans. Au bout de combien de temps l'obsession de l'alcool est-ce que l'obsession de l'alcool vous a quitté? Aujourd'hui, oui, mais elle m'a pas quittée tout de suite après mon arrêt d'alcool. Hein. J'ai morflé les 6 premiers mois, hein, réellement. J'arrivais plus à passer devant les bars toute seule, de peur de rentrer. C'est très très dur. Hein. Ouais, ça vous accompagnait tout le temps, quoi. Aujourd'hui, il m'arrive de temps en temps, quand je vais pas très bien, quand j'ai décidé d'aller mal, évidemment, il m'arrive de me dire, oh, tiens, je m'en boirais bien une, mais quand je sais que mon mental fonctionne comme ça peut être très dangereux. Donc j'essaye d'aller mieux et pas y penser, mais j'ai pas retouché depuis, Dieu merci. Cathy, en écoutant tout à fait ça, d'accord, tout ça, oui. tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'était impossible de ne pas terminer une bouteille. Une fois que je l'avais ouverte, je me disais au départ, je vais prendre un verre ou deux, Ouais. et en fait, c'était impossible. Si Il elle est fallait que je ouverte, l'aille. Absolument. ça me fait la même chose avec les gâteaux au chocolat, moi. mais ça pourrait être pire. Hein. C'était de l'alcoolisme mondain ou de l'alcoolisme professionnel que vous aviez? Parce que vous êtes, C'était un petit peu je peux des dire votre deux. profession? Si vous voulez. Non, si vous voulez. Oui. D'accord, merci. Vous êtes avocate, Oui. vous avez des clients, différents clients, et il se trouve que dans les déjeuners d'affaires, vous buviez avec eux. Oui. C'était même presque pas une source de fierté, mais en tout cas, eux, vous vous considérez comme étant des leurs, quoi, si je peux dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, on me disait, tu bois comme un homme. C'était Oui. une valeur. Et pour moi, c'était devenu une valeur de savoir boire, justement. Et vous buviez beaucoup dans ces déjeuners ou vous restiez 4 heures à table? Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on commençait par l'apéritif, kir champagne, le vin blanc, le vin rouge et les digestifs à n'en plus finir. Et effectivement, ça pouvait durer jusqu'à 16-17 heures, un déjeuner. Combien de digestifs? Par exemple? Une dizaine. Une dizaine? Après avoir bu tout ça, et après ça, qu'est-ce que vous faisiez? Vous tombiez ou... Non, non, pas du tout. Non, non, j'étais très bien. Et en fait, la seule chose, c'est que en fait, les personnes, je dirais qui ne sont pas alcooliques, peuvent peut-être boire beaucoup, mais ensuite peuvent s'arrêter quand même et éventuellement, je sais pas, retourner travailler, par exemple. En ce qui me concerne, c'était impossible. C'est-à-dire que je ne pouvais plus continuer ma journée comme j'avais projeté de le faire. C'est-à-dire je quittais, par exemple, ces clients ou des relations professionnelles et j'allais dans un café. Je continuais, si vous voulez. Et je continuais jusqu'à 10h, 11h le soir. C'est-à-dire que vous arrêtez de bosser, quoi. Complètement, oui. Vous avez déjà Complètement. plaidé en ayant bu? Non, jamais. Non. Jamais. Non, non. non, non. Vous pouviez travailler quand même en ayant bu un peu, hein, ou un peu bu? Ben oui, c'est très curieux parce qu'en fait, j'ai l'impression que pendant très très longtemps, l'alcool a été comme un moteur pour moi. Ça a été quelque chose comme un dopant. Et au contraire, j'avais beaucoup d'énergie pour travailler, pour faire plein de choses, pour faire la fête et travailler en même temps. Et Je envie de dormais très travailler. peu. Envie de travailler. Et envie de travailler. Mais petit à petit, effectivement, les choses se sont dégradées. Comment vous avez pris conscience que vous étiez malade que vous aviez un problème d'alcool, puis ensuite que vous étiez malade alcoolique? Ça a été très difficile. En fait, tant que je buvais, je ne me rendais compte vraiment de rien. J'ai toujours eu l'impression de gérer et d'être libre, en fait. C'est très, très curieux. Je crois que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui m'est arrivé, en fait. J'ai l'impression que j'ai été piégée par ce produit. Parce que je tenais très, très bien pendant très longtemps. Ça a été merveilleux. Et un jour, j'ai commencé à boire seule. Et là, je crois qu'à ce moment-là, l'alcool pour moi est devenu une drogue et je suis tombée en dépendance. Et ensuite, je n'ai plus rien vu. Je ne pensais plus qu'à ça. Mais je ne m'en rendais pas compte, en fait. Et comment vient la prise de conscience? C'est par flash comme ça? Ou est-ce que c'est une prise de conscience par escalier? Ou est-ce que c'est d'un coup d'un seul? Pour moi, ça a été en fait un soir de me dire je ne suis plus rien. Voilà, Vous n'êtes plus rien. je ne suis plus rien. Il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, Vous dites oui, Christelle? Vous avez ce sentiment-là aussi? oui, je ne suis plus rien. Un peu, j'ai perdu mon âme, si vous voulez. Voilà, je n'existe plus. C'est terminé. Je crois que c'est Hein, enfin, ça oui, c'est ça. c'est l'âme, oui, tout à fait. Pour moi, c'est ça. Je n'étais plus rien. Et en fait, là, et c'est très curieux parce que même à cette période-là, quand je disais je ne suis plus rien, j'étais toujours en train de me poser la question pourquoi je n'avais plus l'alcool heureux, en fait. Et je croyais que le problème se situait entre le 4e et le 5e verre. Ouais. Vous voyez, j'avais rien compris au film, rien du tout. Ouais. Donc je me Je pense qu'il y a concentrais. beaucoup de gens qui ont rien compris au film. Voilà, je me concentrais sur ce qui se passait entre le 4e et le 5e. Vous voyez, donc je faisais des analyses. Non, mais c'est vraiment, je crois que c'est de la vraie folie. Hein, pour Et prendre moi. conscience qu'on n'est plus soi-même, qu'on est en train de perdre un peu son âme, est-ce que c'est pour autant l'admettre? Non, pas du tout. Enfin, pas pour Ouais, moi en tout ouais. cas, pas du tout. Ah, non, non, non. J'ai pris conscience, mais à ce moment-là, je cherchais encore un truc pour retrouver l'alcool heureux. Jusqu'à 4 verres, quoi.
par Oui, exemple. hein. Par exemple. Vous avez un métier qui, quand même, qui demande beaucoup de lucidité. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes fait choper la main dans le sac par un de vos clients ou par un de vos collaborateurs qui voyait que vous aviez bu plus qu'à votre tour, comme on dit? Peut-être, mais on ne m'a jamais fait d'observation. Vous avez raté des rendez-vous? Ça m'est arrivé 2 fois, mais ça s'est arrangé. 2 fois, c'est pas énorme, C'est hein, pas vu les énorme quantités du tout. que vous avez ingurgitées. Non, mais vous savez, Vous avez une vie de couple pendant ce temps-là? oui, enfin, j'avais une vie de couple, je vivais avec quelqu'un Vous oui, vivez, qui m'a connue avant que j'ai un problème d'alcool et qui en fait m'a connue pendant. Et voilà, il y avait 3 femmes en fait avec mal. moi, donc c'est assez. Mais c'est vrai que lui non plus ne s'est rendu compte de rien, parce que ça s'est fait très très progressivement en fait. J'ai l'impression que l'alcool De s'est rien pendant 10 ans? infiltré. Il s'est rendu Pardon compte de rien pendant 10 ans? Ah si, Ah mais oui. pas pendant, je sais pas, pendant les 6 premières années. Non, il ne s'est pas posé de questions parce que ça s'est fait très très lentement en fait, très progressivement, jour après jour. Quelles sont les conséquences sur votre vie de couple de cet alcoolisme, hein, puisque vous l'appelez comme ça? Il faut appeler les choses par leur nom. Je crois que je suis devenue complètement paranoïaque, c'est-à-dire qu'en fait, quand mon ami s'est rendu compte que je ne buvais plus normalement et qu'il y avait vraiment un problème, il a essayé de m'aider à boire moins, parce que lui non plus ne savait pas que le seul remède était l'abstinence en fait. Donc il a essayé beaucoup de choses pour m'aider, et en fait tout ce qu'il faisait était considéré par moi comme très très maladroit. Ça a essayé de vous faire baisser vos doses, de Oui, vous il cacher de il l'alcool? m'achetait des petites bouteilles en me disant bon bah si elle attend à la maison, elle ira pas boire dehors, parce qu'en fait je sortais, comme il m'empêchait de boire, je sortais. En claquant la porte? Non, pas forcément, mais je sortais boire dehors. Oui. C'était intolérable pour moi qu'on puisse vouloir m'empêcher de boire. Intolérable. Et l'amour est revenu après le sevrage uniquement? En fait, il était toujours là, mais c'est Oui. moi qui devenais complètement cinglée, c'est clair, c'est clair. En fait, à la fin de ces 10 ans d'alcoolisme, je crois que... En fait, il me restait 2 choses dans ma vie. Hein. Il me restait mon travail, et je travaillais de moins en moins, et ma bouteille, c'est tout. Tout le reste avait disparu de ma vie. Et je crois que, en fait... Un peu de sommeil et un peu de café, quoi. Point. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est quand même... Pour moi, ça a été un constat de déchéance totale, parce qu'en fait, je me rends compte qu'à 6 mois près, franchement, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que l'alcool. Et c'est ça qui est pour moi le plus dur aujourd'hui à accepter. En fait. Jean-Claude, il y a combien de femmes qui meurent chaque année, comme on dit, des suites du sida, des suites de l'alcool? Oh, il y a plusieurs milliers de femmes qui meurent de complications de l'alcool, de manière diverse d'ailleurs, soit des complications directes, qui sont dues à des altérations physiques. Donc le foie, enfin quelques organes le foie, des vitaux. organes vitaux, soit aussi par des tentatives de suicide. Car il y a un certain nombre de femmes qui, lors de consommation massive d'alcool, prennent en même temps des tranquillisants. C'était Et là, votre il y a cas? des risques. Tout à l'heure, il a été question de 4 jours de coma, si j'ai bien entendu. C'est Et ça. c'est un risque Vous prenez vital. des médicaments, vous avez parlé de médicaments qui sont pas des je ne vais pas citer de marque. Vous prenez des médicaments aussi? Je n'ai jamais pris de Non, médicaments. jamais pris. Non, non. Marianne, vous aussi? Nelly, des médicaments que vous prenez aussi? Avec l'alcool? Oui. En même temps, je veux dire, pas seulement pour compenser? Quand j'ai rechuté, oui. Et le fait de regarder dans la glace, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que mes 2 dernières années d'alcool, donc là où j'étais vraiment au fond, je ne pouvais plus me regarder dans la glace. Je ne pouvais plus. Alors moi, je me voyais avec des cornes, des machins. Ça, c'est C'était des hallucinations, l'horreur. quoi. C'est des hallucinations. Non, c'était pas hallucinant dans le sens où je les voyais, mais je me voyais dans l'animal le plus méchant. Je me voyais... C'est pas des prémices du délirium très mince, ça? Des- Non? Non, pas du tout, d'accord. Enfin, c'est l'image que j'avais de moi, de Ah oui, quelqu'un d'accord. de très méchant. C'était une image que je voyais en fait. Et à certains là, mes dernières années, je pouvais plus, hein, je pouvais plus, hein. Vraiment. Hein. Avec le sentiment de faire du mal autour de vous? Faire du mal, oui, ça j'en doute pas. Hein. J'ai fait énormément de mal autour de moi. Et le fait aussi que je commence à rougir. Avoir le teint de l'alcoolique, quoi. Vous l'avez plus, là. Hein. Non, non, non. Cathy, le monstre négro? Oui, bah déjà physiquement, c'est vrai que bon, les rougeurs, hein, et puis moi je devenais violette carrément. Donc, j'avais des plaques violettes, c'était très... mais enfin bon, je crois que pour les femmes, c'est quand même... L'avantage, c'est qu'on peut se maquiller, donc il y avait 3 couches de fond de teint le matin, et puis les paupières qui commencent à tomber. Et surtout ce regard d'halluciné. Vraiment. Et dans le comportement? L'agressivité chez moi. Oui. Agressivité folle. Oui. Alors qu'en temps normal, je ne suis pas du tout agressive. Il n'y a pas l'air. Alors Cathy et Christelle se sont pas mal appuyées sur les ha-ha, les alcooliques anonymes, pour vous en sortir. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a marché dans les méthodes qu'ils distillent, si je puis me permettre? Je dirais que pour moi, ça a été d'abord
une énorme entraide, en fait. C'est l'entraide qui est la plus importante. C'est-à-dire qu'un jour, je ne me suis plus sentie seule avec mon problème. Voilà. Je ne suis plus jamais seule, en fait. Mais on ne ressent pas ça dans toutes les cures? Je n'ai pas fait de cure, donc je ne peux pas en parler. Je n'ai pas eu d'assistance médicale, ni d'analyse, ni rien, que les arts. Que de l'assistance psychologique. Absolument. Ouais. Et de l'entraide. Moi, je suis restée en alcoolique anonyme. Ce qui m'a fait poser mon verre, c'était le système des 24 heures. On ne va pas rentrer dedans. La seule chose qu'il dit, c'est essayer de ne pas boire pour 24 heures, renouvelable, bien sûr. Ce système-là, oui, je crois que si on m'avait dit de ne plus boire définitivement, j'aurais pas pu tenir, ça c'est évident. Et il y a aussi le système d'anonymat, c'est pourquoi ce soir je suis comme ça. Oui. Puis c'est vrai, ce qui est important aussi, je crois que c'est qu'une fois qu'on arrête l'alcool, il faut remplacer par quelque chose d'autre. C'est ça aussi. Vous fumez? La difficulté, elle est là. Je fume, mais je fumais déjà avant de boire. Des joints? Non, des cigarettes. Mais comment vous compensez? La cigarette vous suffit pour compenser l'alcool? Non. Non, c'est autre chose. C'est qu'en fait, il faut... Bon, par exemple, je sais que pour moi, j'ai passé quand même 6 mois à avoir des obsessions d'alcool. Donc, seule, je ne pourrais rien faire. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, il y a quand même une entraide très importante. Ça marche pas sur tout le monde, à vous, Marie-Ange, ça n'a pas fonctionné avec vous, hein? De quoi, les alcooliques anonymes? Ouais. Non, moi je suis allée, j'étais en état d'ébriété, pas possible. Je voudrais dire une chose, parce que je voudrais pas le perdre, ça. Ouais, j'en prie. Guérir physiquement, en très peu de temps, le corps, on arrive à la désintoxication. Psychologiquement, c'est beaucoup plus, il faut beaucoup plus de temps. Au point que vous pouvez vous lever le matin avec ce qu'on appelle des cuites sèches. Au niveau des rêves, vous avez une consommation, vous rêvez la bouteille, vous rêvez le verre, vous rêvez la fête, et le matin, vous avez les symptômes de la consommation. La vache. Pardon. Ah oui, c'est impressionnant parce que... La cuite sèche. La cuite sèche, on appelle ça. Après, un truc que je conseillerais, éviter les boîtes Vous connaissez la au cuite début. sèche aussi? Oui, Tout le monde connaît la cuite c'est un sèche, peu- hein? oui, tout à fait, on le vit. Tout le monde connaît, mais comment il connaît pas? On le vit par le rêve. Par le rêve, parce qu'on a envie, certainement qu'on a envie. Et puis il revient nous enquiquiner pendant le sommeil, quoi. Hein. Et puis le matin, on a le même symptôme, la même tête, les yeux là, tout. Envie de vomir, envie de... Ah, c'est affreux, quoi, malade. Incroyable, non, mais c'est une information. Vous vous souvenez de votre dernier verre? Non. Non. Vous vous souvenez, vous? Oui. Ouais. 31 décembre 96. Allez. Oui, dernière coupe de champagne. J'ai fini en Mais vous beauté. savez que c'est la dernière? Ah oui, bien sûr, je le sais. Enfin, pour aujourd'hui. Oui. Ça, vous êtes prudente, vous êtes prudente, vous êtes prudente. Oui. Tout à Ça veut dire fait. que vous êtes dit en 97, ce sera terminé, quoi. Ah non, j'ai... Non, je me suis c'est rien pas, dit. c'est pas parce Je qu'il y a me suis rien basculement. dit du tout. Non, je me suis Mais rien alors, dit du tout. Comment vous saviez que c'était le dernier verre, alors? Mais je m'en souviens, Ah oui, tout simplement. Là, j'ai pas de trou noir, j'ai de la mémoire. pour ça. mais vous avez des trous noirs, sinon? J'ai eu des trous noirs, Ah, des trous bien noirs. sûr. Excusez-moi, j'ai pas compris juste un truc. C'est quand vous l'avez bu, vous saviez que ça allait être le dernier? Vous vous êtes dit que ça allait être le dernier? Je le souhaitais fortement. Oui. Oui, je le souhaitais fortement. Et depuis, je n'en ai pas repris un autre. Et vous, Christelle, vous vous en souvenez du dernier verre? Oui, le 1er août 96 à 13h. Et vous vous êtes dit c'est le dernier aussi? Non, j'avais parti en réunion et je me suis dit, je bois, mais de toute façon, ils ne m'auront pas parce que rien n'y a fait jusqu'à maintenant. Et en fin de compte, c'était le dernier, je ne le savais pas. Mais moi aussi, j'espérais que ce soit le dernier, évidemment.